Notre deuxième invité du matin, c'est Abbé Baala. Professeur, bonjour. Bonjour, cher Crispin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de vous prendre, nous allons d'abord proposer à nos téléspectateurs cet élément de la tripartite RDC, Angola, Rwanda, qui s'est clôturé ce mercredi. Eh bien, on va revenir et puis décrypter cette actualité. C'est parti donc. Une rencontre décisive qui devrait marquer un tournant dans le cycle infernal de violence qui meurtrit les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. La tripartite de Luanda sur la situation sécuritaire à l'Est de la RDC s'est terminée ce mercredi soir par l'établissement d'une feuille de route sur le processus de pacification de la région Est de la RDC. Tout commence par une rencontre à trois entre les présidents Joao Lourenço, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. Pas de communiqué final, mais un point de presse commun des trois présidents et une volonté commune affichée de faire baisser la tension entre les deux voisins. L'objectif central étant de restaurer la confiance perdue entre Kinshasa et Kigali par l'instauration d'un dialogue et d'une concertation permanente établie sous l'égide de la CIRGL et du processus de Nairobi dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Est. Concrètement, cela se fera graduellement via l'application de la feuille de route qui permettra au final, si chacun respecte vraiment ses engagements, de réchauffer les relations politiques, diplomatiques et économiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce que je peux dire à propos du contenu de la réunion de ce jour est que de part et d'autre, il y a eu en tout cas l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise. Comme l'a dit le président Lourenço, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Une confiance qui a malheureusement été rompue alors que, à mon sens, tout allait bien dans la voie de la normalisation entre nos deux pays. Je m'étais entrepris, en tout cas, de tirer un trait sur le passé dès mon arrivée à la tête de la République démocratique du Congo pour envoyer un signal fort, non seulement au Rwanda seul, mais à tous nos voisins, à toute la région, de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays, à nos populations, et de regarder plutôt vers le développement de cette région qui, à mon sens, est l'une des plus riches d'Afrique, plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé. À court terme, la nouvelle donne passe par la relance de la commission mixte RDC-Rwanda. La première rencontre de cette commission mixte, cadre de dialogue permanent entre les deux pays, est prévue incessamment dans la capitale angolaise. Mais dans l'immédiat, la feuille de route prévoit la cessation des hostilités et le retrait sans condition du M23 de ses positions en République démocratique du Congo. Ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cette enjeu. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau pour décrypter cette actualité. Tripartite RDC, Angola, Rwanda, eh bien, mise en place de la commission mixte. Est-ce qu'on peut croire dans la sincérité du Rwanda? Eh bien, Crispin, merci d'abord de m'avoir invité sur ce prestigieux plateau de Télé 50. C'est toujours pour moi un plaisir chaque fois que je viens discuter de l'actualité avec vous. Parce que je sais que nos téléspectateurs, vos téléspectateurs, aiment bien savoir ce qui se passe en réalité. Je suis toujours avec plaisir les différents décryptages qui sont faits par mon ami et frère Jean-Marie Kassamba et tout ce que vous faites. Je vais vous répondre d'emblée.
l'autre jour, quand nous parlions de ce processus de Nairobi, par exemple, et de ce qui en est la suite aujourd'hui, avec ce sommet de Luanda, je vous ai dit que moi, je suis partisan de l'approche du président de la République. Cette approche diplomatique est celle d'un grand homme et d'un homme qui comprend qu'il vaut mieux épargner des vies humaines que de jouer au va-t-en-guerre. Ça, c'est vrai, c'est une constante. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient lui souffler. Non, 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 écoutez, pas question, ne parlez plus avec ce type-là, il vous a déjà trompé plusieurs fois. N'oubliez pas, et c'est pour répondre à votre question, n'oubliez pas que l'autre jour, je vous ai dit que notre interlocuteur en face est dans une culture dans laquelle le mensonge, la malice, la ruse est une seconde nature. Et ça s'appelle chez eux Ubwenge. Ubwenge, ça signifie la malignité, la malice, la ruse, les zigzags, etc. L'hypocrisie est chez eux une valeur. Et donc, il faut jouer avec eux. La tactique de M. Kagame a toujours été talk and fight, fight and talk. Vous allez faire des pourparlers, mais vous continuez la guerre. Vous faites la guerre, mais vous allez parler. Nous entrons dans ce jeu et nous aussi, nous allons faire la même chose. Talk and fight, fight and talk. C'est-à-dire que il faut aujourd'hui, comme je l'ai dit l'autre jour, on va y arriver, renforcer nos FRDC, oui, poursuivre le processus de Nairobi, parce qu'il faut des témoins pour ce qui est en train de se passer, on va en parler, mais surtout, ne pas faire confiance à la parole de quelqu'un qui n'a pas de parole. Parce que ça fait plus de 20 ans que le même prétexte revient, et on a entendu les propos de ce monsieur. On a entendu ces propos le jour de leur célébration, le 4 juillet au Rwanda. Cet homme a dans l'idée que la guerre qui est en train d'être faite par ses proxys, c'est-à-dire son armée qui se déguise en M23, est-ce que je dois vous rappeler que M23, ça vient du CNDP, n'est-ce pas? Le M23 là, ce mouvement-là, ce sont des officiers originaires du Rwanda qui avaient été intégrés lors de l'accord avec le CNDP et les autres groupes armés, qui avaient été intégrés, mais qui ont refusé l'intégration, qui ont refusé l'accord qui avait été signé le 23 mars 2009, n'est-ce pas? J'étais un des négociateurs, donc je peux en parler à l'aise, n'est-ce pas? J'étais rapporteur général de cette négociation et de tout ce qui est suivi, parce que c'est moi qui étais occupé de l'intégration des groupes armés, tous les groupes armés, dans les FARDC. Je sais donc qui est qui et qui fait quoi. Ces officiers-là venaient du RCD, comme vous le savez, qui avaient été intégrés dans notre armée. Ces officiers refusèrent. Ils refusèrent d'aller ailleurs que dans l'aire géographique où ils disaient qu'ils avaient leur population, les populations rwandophones. C'est toujours le même prétexte. Donc, la communauté internationale a obligé la République démocratique du Congo chaque fois à négocier avec ces gens là-bas. Et le Rwanda utilise toujours ce prétexte-là pour chaque fois nous imposer des négociations, mais aussi nous imposer d'intégrer dans nos troupes des hommes qui dépendent de lui et qui dépendent justement de son pouvoir. Et donc, si aujourd'hui, nous ne mettons pas fin au prétexte, parce qu'il faut mettre fin au prétexte, il faut répondre à tous ces... En parlant de mettre fin au prétexte, oui. C'est-à-dire quoi? La RDC doit faire quoi pour mettre fin au prétexte du Rwanda? La RDC doit pouvoir s'adresser non seulement à l'Afrique, mais aussi à ce qu'on appelle la communauté internationale, dans les mêmes termes qu'on avait pu
qu'on avait pu faire. Dans ces mêmes termes, vous vous rappelez qu'après la défaite du M23, lorsque le vaillant Mamadou Ndala et les troupes congolaises avaient défait le M23, il n'y a pas eu de négociation. Les gens disent négociation de Kampala, de Nairobi. Non. Il y a eu une déclaration. On les a appelés pour qu'ils viennent déclarer que désormais, ils vont se muer en mouvement politique. Il n'y a jamais eu d'accord avec eux sur une éventuelle intégration dans l'armée. Ça, c'était exclu. Déjà, le président Kabila, en ce temps là-bas, avait refusé cette éventualité. Et on avait demandé qu'il y ait pour eux un processus de désarmement et démobilisation. Voilà ce qui était prévu. Et ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait parce que lorsqu'on a voulu le faire, ils avaient prétendu, je vous l'avais dit ici sur ce plateau, lorsqu'on est allé voir où ils étaient cantonnés, etc., parce que certains sont allés au Rwanda, d'autres en Ouganda, le camp était vide. Ils avaient dit qu'ils avaient 1700 soldats ou des gens. Et ces gens-là n'étaient pas là. On ne les a jamais trouvés. Ils n'étaient pas présents. Et donc, on ne savait pas qui il fallait démobiliser. Le Rwanda ne donnait jamais la liste. C'est pour ça que, justement, cette commission mixte Rwanda-Congo n'a jamais fonctionné, justement. Parce que, de l'autre côté, il y avait mauvaise volonté. Alors, d'où viennent ces gens que le Rwanda présente aujourd'hui comme M23 qui vont faire l'objet des négociations au sein de cette commission mixte. Et c'est là où je trouve que c'est comme si c'est un cheval de Troie pour la République démocratique du Congo qui est d'accepter d'aller en commission mixte. Qu'allons-nous discuter avec le M23 parce que le M23 n'a pas pu être démobilisé et les troupes n'ont pas été sensibilisées à l'époque. D'où viennent ces troupes aujourd'hui? Est-ce que la RDC avec ses autorités ont bien réfléchi d'accepter la mise en place d'une commission mixte pour discuter quoi? Pour quelle feuille de route? Eh bien, c'est cela exactement le problème. Vous avez touché du doigt le vrai problème de notre diplomatie. Parce que lorsqu'on a créé le mécanisme d'Addis Abeba, vous vous rappelez, ce mécanisme d'Addis Abeba, c'était pour que désormais, il y ait une sorte d'arbitrage entre la RDC et ses voisins, qui chaque fois arment des groupes pour venir déstabiliser le pays. Et l'une des clauses du mécanisme d'Addis Abeba, c'était justement que chaque fois qu'il y aurait un différend entre la RDC et ses voisins, notamment l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, qui en fait étaient les belligérants, ceux qui nous mettaient en belligérance habituellement, eh bien, le deuxième mécanisme, c'était d'interdire aux pays voisins de la RDC de soutenir ou d'être la base arrière des groupes qui viendraient déstabiliser la sécurité de la RDC. Et le troisième mécanisme, c'était tous les devoirs à domicile, entre guillemets, qu'on donnait à la RDC, notamment la réconciliation nationale, les élections, je ne sais pas quoi, tous ces devoirs qu'on nous donnait et qu'on ne donnait pas aux autres. Le problème était celui-ci. C'est que, au lieu d'obliger le Rwanda et l'Ouganda et les autres, le Burundi, à négocier avec leur rébellion qui, soi-disant, était sur notre territoire, personne n'y a pensé, personne ne leur a dit cela. Et un jour, le président Jakaya Kikwete a osé le dire dans une des réunions de la CIRGL. Eh bien, le président Kagame a claqué la porte, il est parti fâché parce que justement, le président Jakaya disait, il faut
vider ce problème. En quoi les FDLR constituent aujourd'hui une menace pour le Rwanda, pour que le Rwanda, à chaque cycle de 20 ans, de 5 ans, puisse revenir sur les mêmes menaces, alors qu'on n'enregistre ni dans la presse, ni dans les comptes rendus des questions sécuritaires, ni de l'ONU, ni rien du tout. On n'enregistre nulle part où on apprend que les FDLR sont allés faire une incursion au Rwanda, ont tué du monde comme le M23 est en train de le faire aujourd'hui. À Tchanzu, à Runyonyi, à Bunagana, on n'a jamais appris que l'FDLR a occupé une partie du Rwanda ou une ville du Rwanda pour pouvoir prétendre que c'est... Alors, il faut donc aujourd'hui, si nous revenons aux fondamentaux, il faut aujourd'hui questionner 3 choses, Crispin. La première chose, quelle est la menace réelle qui pèse sur les pays voisins du Congo au niveau sécuritaire pour que ces pays voisins, par exemple, se coalisent dans une force régionale pour combattre les groupes armés, entre guillemets, nationaux et étrangers qui se trouveraient sur notre territoire, à venir les combattre sur notre territoire. Pourquoi pas sur leur territoire? La première question est celle-là. Quelle est la menace réelle? Deuxièmement, pourquoi le Rwanda doit-il venir s'occuper des gens parlant le Kinyarwanda? C'est comme si l'Angola disait, comme il y a des gens qui parlent le Kikongo en République démocratique du Congo, moi je vais envahir le Bandundu et le Congo central parce que j'ai une population parlant Kikongo qui vit là-bas et qui constituait l'ancien royaume Congo, vous le savez, n'est-ce pas? Ouais. C'est comme si le Congo-Brazzaville venait nous attaquer parce que... Les Batéké sont... Oui, les Bakongo, les parlants... Les Bakongo, les Batéké. Et les Batéké. Et Bangala aussi. Et les Bangala aussi étaient en danger. C'est comme si la Centrafrique envoyait ses troupes chez nous. Pourquoi ce prétexte doit être là? À la limite, je l'ai dit, l'autre jour, j'étais en train de discuter avec un ami qui appartient à la communauté de Banyamulenge. J'ai beaucoup d'amis parmi eux, nous avons milité ensemble. M. Muller, Enoch Sebineza et d'autres. J'ai parlé avec eux, j'ai dit, mais est-ce que vous ne voyez pas que ce type ici, il est en train de vous mettre en danger? Est-ce que ce type est avec vous ou il est contre vous? Bah, j'ai vu qu'ils ont même fait un communiqué dans lequel ils s'est désolidarisé. J'ai vu que les locuteurs du Kinyarwanda, du Nord Kivu, ont eux aussi dit non, mais nous, la guerre là, il n'est pas en train de faire cette guerre pour nous. En réalité, il est en train de déstabiliser la cohésion nationale. La cohésion nationale qui était déjà une réalité, où les gens ne pointaient plus du doigt, il n'y avait plus de délit des facettes. Maintenant, aujourd'hui, les vieux démons reviennent. Vous comprenez pourquoi l'œuvre que cet homme est en train de faire est mauvaise. Je disais donc, deuxièmement, il faut questionner cela. Mais il faut questionner une troisième chose, Crispin. Il faut questionner notre diplomatie au niveau international. Pourquoi la voix du Congo n'est pas écoutée? Pourquoi, dernièrement, vous avez vu cette résolution du Conseil de sécurité sur la reconduction de l'embargo sur les armes au Congo. Même si les gens sont en train de dire, j'ai entendu M. Flao, j'ai entendu l'ambassadeur de l'Union africaine essayer de minimiser la chose en disant, non, écoutez, de toute façon, depuis 2008, le Congo n'était plus sous embargo. Mais il y a cette clause, la clause de la notification. Donc l'exportateur qui vous vend des armes est obligé de notifier le type d'armes qu'il vous a vendu. Et donc la liste doit être faite. Donc on met la République démocratique du Congo dans l'obligation de donner des choses qui appartiennent à ce qu'on appelle secret défense. Lorsque un pays est en train de s'armer, il ne dit pas aux autres ce qu'il a dans son arsenal. Alors vous avez des gens qui vous attaquent, ils appartiennent à l'Organisation des Nations Unies, donc ils ont accès à la notification qu'on leur a donnée sur les armes que vous avez achetées, et on vous dit non, vous n'êtes pas sous embargo. Je comprends pourquoi l'ancien régime recourait, j'allais dire, je ne vais pas le dire à haute voix comme ça en disant au marché noir, mais en fait à des pays qui étaient, entre guillemets, amis, Russie, Ukraine, Corée, etc., pour pouvoir se contourner
pour pouvoir contourner cet embargo. C'est vrai, on laissait faire. Vous avez vu en 2010, quand le président Kabila a présenté son arsenal militaire devant tout le monde avec des avions, des hélicoptères, tous étaient ébahis. Ils disaient, mais comment il a pu avoir des chars de combat de ce niveau, etc. Donc, il a dû contourner l'embargo. Mais si on a reconduit l'embargo, cela signifie que nous n'avons pas été capables d'expliquer au monde que c'est la République démocratique du Congo qui est attaquée par ses voisins. Et que la volonté de puissance des multinationales et des Occidentaux qui veulent mettre la main, je répète encore ma phrase préférée, qui veulent mettre la main sur les dernières réserves de minerais stratégiques dont leurs économies ont besoin, considérant la République démocratique du Congo comme un coffre-fort du monde entier, eh bien, si nous ne parvenons pas à expliquer qu'un Congo en paix, un Congo qui se développe, un Congo qui est, je paraphrase le président de la République qui a si bien dit que lui, il rêvait d'une sous-région de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Est, en développement, où nous sommes ensemble dans une démarche de développement harmonieux. Mais ça, c'est notre idée, ce n'est pas l'idée des autres. Un gouvernement comme celui du Rwanda ne peut pas survivre dans un contexte de démocratie véritable ou de paix. Parce qu'ils ont besoin de guerre pour pouvoir imposer leur dictature. Alors doit-on accepter cette commission mixte? N'est-ce pas là un débat des dupes entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Le fait qu'on accepte que nous puissions aller à la table avec le Rwanda pour, une fois de plus, renouer avec les dialogues dans cette commission mixte. Est-ce que nous y allons en position de force ou en position de faiblesse? C'est selon. Ça dépend de ce que nous avons derrière la tête. C'est que moi, j'appelle la diplomatie du président Félix Tshisekedi, je l'appelle la diplomatie de petits pas. Il fait un pas, mais de l'autre côté, vous avez entendu sa déclaration. Il a bien dit, si ces gens-là veulent nous faire la guerre, nous ne sommes pas faibles, nous ferons la guerre. De toute façon, l'armée congolaise est classée 11e en Afrique. Je n'ai pas entendu le classement du Rwanda ni de l'Ouganda. Et je vous ai dit ici l'autre jour, je vous l'ai répété, jamais le Rwanda ne nous a attaqué de front parce qu'ils savent très bien, ils savent que nous savons qu'ils savent que nous savons que nous sommes plus forts qu'eux. Et que donc, au moindre prétexte de guerre ouverte, eh bien, ils seront écrasés. On leur a déjà montré sociologiquement que le peuple congolais est capable de marcher sur le Rwanda. Vous avez vu, lorsque ces jeunes militaires là-bas, l'image kamikaze, oui. Il est allé tirer sur des policiers, il était fâché, il est allé faire un geste désespéré. Vous avez vu comment les gens sont allés jusqu'à la frontière, comment la population est allée. Et quand il y a eu des marches à Bukavu, marche de la société civile, oui. La population est allée jusqu'à la frontière en disant « nous allons entrer au Rwanda ». Le Congo, c'est plus de 90 millions d'habitants. Le Rwanda, c'est 8 millions d'habitants à peine, 8 à 10 millions, c'est ça qu'ils disent. Le Congo, c'est pratiquement 85 fois le Rwanda. Vous imaginez ce que cela signifie. Alors, ceux qui pensent juste savent très bien que l'option diplomatique, lorsque nous y allons, c'est pour justement vider les prétextes. Il faut vider les prétextes. Il faut pouvoir parler. Parce que si vous fermez la porte... Professeur, oui. Nous avons utilisé cette approche durant des années. Oui. Ça a démontré que oui, nous avançons avec eux, mais après c'est toujours le même discours, le même prétexte, et nous rentrons toujours à la case de départ avec le Rwanda. Est-ce que nous devons continuer à accepter ces débats de dupes ou on doit changer aussi des tactiques? Pourquoi nous devons nous comporter comme si nous étions à la traîne du Rwanda? Non, justement, nous ne devrions pas être à la traîne du Rwanda. Il y a un médiateur qui a été désigné par l'Union africaine, qui est accepté par
les Nations Unies, etc., M. Lourenço, hein, le président angolais. Il faut aller jusqu'au bout de la logique de paix. Il faut aller jusqu'au bout de cette logique, mais savoir aussi, oui, c'est pour ça que ceux qui feront partie de cette commission mixte devront être des gens chevronnés qui connaissent bien la question épineuse de la géopolitique des Grands Lacs, qui connaissent très bien ce qui est à la base, justement, ce que j'ai donné, tous les prétextes, ce qui est à la base de la belligérance, c'est-à-dire, d'abord, le fait que quelques-uns de ces pays qui nous causent des misères ne sont pas encore dans une vision démocratique comme nous. Vous comprenez? En Ouganda, c'est chaque jour que le vieux Museveni prolonge son mandat, change la constitution pour rester au pouvoir. Nous sommes dans l'alternance pacifique. Vous comprenez? Nous avons une opinion publique qui parle, qui peut jouer. Regardez, la fois dernière, nous sommes allés à Bukavu pour aller organiser une grande conférence, une conférence de haut niveau sur l'éveil et le sursaut patriotique en soutien au FRDC et pour la cohésion nationale. Ici, l'opinion publique va aider le président de la République à aller jusqu'au bout de la logique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'opinion publique n'est pas d'accord. Vous avez vu déjà Lucha et tous les groupes de pression qui ont fait, justement, qui ont obligé à la démocratie dans le pays. Il ne faut pas oublier cette affaire-là. Il ne faut pas oublier que si nous avons l'alternance, c'est parce qu'il y a eu aussi toute cette pression de la société civile congolaise qui a dit on va jusqu'au bout de la démocratie. Eh bien, il n'y a pas de démocratie au Rwanda, il n'y a pas de démocratie au Burundi, vous le savez très bien. Il n'y a pas de démocratie en Ouganda. Mais nous, il y a démocratie ici. C'est-à-dire que le Parlement va jouer son rôle. On parle d'une force interrégionale. Est-ce que ces accords là-bas ont déjà été entérinés par le Parlement? Non. Qui vous dit que notre Parlement va accepter? Voilà. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur. On dit aujourd'hui, voilà, on va accepter de continuer les négociations. Et si l'opinion publique dit, pas question de négocier. Nous envoyons nos enfants à l'armée. Vous avez vu les informations? Le recrutement qui est en train de se faire au nord Kivu, au sud Kivu, au Kasaï. Vous avez vu combien de jeunes sont en train d'entrer dans l'armée? Si demain, la RDC, hein, comme disait mon collègue professeur et homme de Dieu, Monseigneur Ekofo, quand il disait dans son homélie resté célèbre, hein, devant toute la classe politique congolaise, lorsqu'il disait, il s'adressait à nos voisins, il dit « Le Congo ne sera pas toujours faible ». N'est-ce pas? Il y aura un jour où le peuple congolais va faire un sursaut et va demander qu'on le respecte. En attendant ce moment de respect, on s'organise, on organise l'armée, on continue la montée en puissance de nos forces armées. Ce que les gens demandent au président de la République, c'est que lui-même, comme commandant suprême des FARDC, qu'il sache que ses troupes comptent sur lui, le commandant suprême, pour qu'il leur donne la force. Nous, peuple, nous sommes déjà en train de donner la force à notre armée. Et vous voyez qu'ils se battent comme des lions sur le front. Parce qu'ils savent que le peuple est avec eux. Les gens leur amènent même un ravitaillement. Hein. Normalement, ce n'est pas le peuple qui devrait ravitailler l'armée, mais ce sont des gestes qui comptent. Alors, nous avons suivi le chef de l'État qui n'a pas directement indiqué les Rwandais comme pays agresseur. Il a parlé de M23. Est-ce une bonne stratégie qui est de parler de M23 au lieu de... Parce qu'en face, c'est Paul Kagame. Pourquoi ne pas directement indexer Kagame qui agresse la République démocratique du Congo, mais de parler de M23? Est-ce que c'était nécessaire de le faire parce qu'il l'a déjà dit? Il l'a dit déjà de façon très officielle. Il a désigné notre agresseur. C'est ça qui nous a donné d'ailleurs la force de dire, bon, nous tous, nous allons aider le président de la République à aller jusqu'au bout de sa logique. Il n'avait pas besoin de redire à Paul Kagame qu'il le considérait comme l'agresseur. Parce que cela a été déjà dit. Cela a été déjà dit. Nous n'avons aucun doute que dans la tête
du président de la République, notre adversaire et notre ennemi est connu. Dans la tête de tous les Congolais, nous savons très bien que c'est le Rwanda qui est le problème. Nous le savons très bien. Ce n'est pas nécessaire qu'ils le disent ou qu'ils le redisent en face de lui. L'autre le sait aussi. Alors, le fait que Kagame se déplace personnellement pour aller négocier, répondre à l'appel du président angolais, est-ce qu'on peut affirmer que cela démontre la reconnaissance de Kagame d'être pays agresseur de la RDC? Forcément. Parce que la RDC a déjà qualifié le M23 de mouvement terroriste. Donc, d'une manière ou d'une autre, la RDC ne négociera pas avec le M23. Et j'espère que la RDC va continuer sur cette voie de la logique et de la sagesse. Parce que vous ne pouvez pas déclarer un mouvement terroriste et aller négocier avec ce mouvement. En mettant la barre sur le pays, le vrai pays agresseur, la RDC joue un bon rôle. D'ailleurs, dans le communiqué de Luanda, dans le mécanisme maintenant de Luanda, il est bien dit que on va aller vers d'abord cette commission qui va donc aller mettre les points sur les i. Mais voilà, on demande déjà que le M23, c'est-à-dire les RDF déguisés, hein, l'armée rwandaise déguisée, se retire des positions qu'ils occupent à RDC. C'est une victoire au niveau diplomatique. On revient là-dessus dans quelques instants. On va d'abord accorder l'antenne à la rédaction en langue pour quelques minutes et revenir pour la suite des 50 bonjours et clôturer. Tout de suite. Voilà, merci beaucoup à Kazambour avec un Tchoulouba raffiné qui communique très bien pour l'espace Grand Kassai. On continue avec notre interview. Professeur, on va citer avec cette interview en rapport avec la tripartite de l'Angola. Eh bien, pour vous, le fait que dans l'annonce faite en Angola, il est clairement demandé au M23 Rwanda et déguisé au M23 de pouvoir quitter les positions d'agression et quitter les sols congolais. C'est une victoire pour vous. Mais c'est une victoire. Écoutez, Crispin, vous disiez tout à l'heure, vous disiez tantôt que le président de la République n'a pas désigné le Rwanda express verbis, donc de façon claire comme l'agresseur. Mais le président Kagame, en se faisant le porte-parole du M23, reconnaît qu'il est le parrain de cette affaire. Parce que c'est lui qui est allé négocier. C'est lui qui est allé négocier. C'est lui qui est allé à côté du président angolais pour aller parler de l'affaire du M23. Donc le M23, c'est lui. C'est clair. Les choses sont claires aujourd'hui. Et je crois que c'est une victoire pour le président de la République. C'est vrai, cette image-là était un peu surréaliste. C'est parce que je revois la même image où c'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui était entouré du président Kagame et du président Museveni, qui était en conflit en ce moment-là. Entre-temps, les deux compères sont devenus amis. Parce que le fils de Museveni a bien dit qu'ils allaient mettre leurs forces ensemble. Et vous savez que Bunagana n'aurait jamais été prise si l'Ouganda n'avait pas permis que l'M23, c'est-à-dire l'armée rwandaise, traverse sa frontière pour aller à Bunagana. On ne passe pas ailleurs que par l'Ouganda. La frontière est claire. Donc l'Ouganda a aidé le Rwanda à faire ce qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, cette image là-bas nous montre que le Rwanda a accepté sa responsabilité. Et en acceptant, je ne sais pas s'il est sincère, vous posez la question de la sincérité du président Kagame, moi je vous ai dit, je ne crois pas en lui. Et je devrais dire aussi à mon peuple, il ne faut pas toujours croire
en un menteur qui revient chaque jour avec les mêmes mensonges et les mêmes prétextes. Il faut trouver une autre malignité. Dans ma langue, on dit, il y a une expression qui dit « Kengerobo ngemugongo ». C'est-à-dire, souviens-toi de ton intelligence qui se trouve dans le dos. Dans le dos, c'est quoi? Une flèche. C'est-à-dire, il y a le carquois qui est là. Il faut avoir prêt ta lance et ta flèche. Il faut tirer. Il faut tirer il faut avoir la flèche prête. Avec un menteur, il faut avoir la flèche prête. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons la même chose. Fight and talk, talk and fight. On continue la guerre, on chasse l'armée rwandaise qui nous a envahis à travers le prétexte M23. Je vous ai dit que le M23 n'existe pas. Ce sont des officiers rwandais. D'ailleurs, l'un des fondateurs du M23, c'est qui? C'était Bosco Ntaganda, n'est-ce pas? Quand il est à La Haye aujourd'hui. Ce type-là, quand il est arrivé à La Haye, il a dit « Moi, je suis un officier rwandais ». Les Makenga et compagnie, Kazarama et je ne sais pas qui sont dans cette armée là-bas, dans ces trucs de M23, sont tous des officiers rwandais. Ils n'ont jamais été congolais, ni de père ni de mère. Alors, vous comprenez que pour nous, la chose est claire. Nous qui avions négocié avec eux, nous nous trouvions chaque fois en face de quelques frères qu'ils avaient recrutés. Ils recrutent un Bertin, un certain Bertin, ils recrutent un Runiga, un je ne sais pas qui. Actuellement, c'est un certain Goma. Actuellement, c'est un certain Goma. Donc, ils recrutent ce qu'on appelle des mercenaires. Et puis, entre-temps, c'est eux quand même qui dirigent la guerre pour leur prétexte, parce que chez eux, ils veulent avoir la terre. Ok? La terre, c'est ça le prétexte. Alors, on a parlé de la question des réfugiés. Ça, ce sont des questions que nous pouvons négocier, n'est-ce pas? On dit qu'il y a des réfugiés Congolais qui sont au Rwanda. Il y a aussi des réfugiés rwandais qui sont au Congo. Ça, ce sont des choses bilatérales. Ce sont des choses que l'on peut résoudre. Mais elles ne doivent pas devenir... Lui, Kagame a dit dans son discours, « Ah, vous voulez me renvoyer les M23 ? Alors il faut les renvoyer avec leur terre. » Ah oui? Ah oui, il a dit ça. Il a dit ça. Il faut les renvoyer, il faut me les renvoyer avec leur terre. Parce qu'ils sont venus réclamer la terre. Eh bien, la terre, on ne la donne pas comme ça. Voilà pourquoi la guerre ne finit pas, dans les hauts plateaux et partout ailleurs, au sud. Voilà pourquoi la guerre ne peut pas finir. Parce que le peuple congolais n'acceptera jamais qu'aucun centimètre, je cite encore Monseigneur Ekofo, aucun centimètre de notre pays ne sera pris. Mobutu l'a dit, je n'ai pas aimé qu'ils disent qu'on devrait même négocier avec le diable. Non, il ne faut pas négocier avec le diable. Le diable doit rester en enfer. Alors, nous, si nous connaissons le diable, avec qui nous sommes en train de négocier, eh bien, nous allons l'envoyer en enfer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que les Congolais s'unissent, qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer, qu'il n'y ait plus de doute sur ce que les autres recherchent. Merci. Les autres sont en train de rechercher la terre. La terre, on ne la donne pas. Je connais un notable du Sud qui avait dit ça devant le président, l'ancien président de la République. Il lui a dit, ces gens sont en train de vous demander la terre. Eh bien, la terre ne vous appartient pas. La terre appartient à nos ancêtres. Cette terre-là, la terre du Congo, vous ne l'aurez pas. Mais venir habiter au Congo, mais bienvenue. Venir prospérer au Congo, mais bienvenue. Que vous ayez la peau blanche ou que vous ayez la peau jaune, etc. Mais bien, vous êtes le bienvenu. Mais vous ne pouvez pas venir dire qu'un morceau du Congo vous appartient parce que l'hymne national dit « unis par le sort », n'est-ce pas? Ce sort qui nous a unis, nous a rendus forts. Unis dans l'effort pour l'indépendance. C'est parce que nous nous sommes battus pour que ce pays soit un. Nous sommes encore dans les festivités de l'indépendance et de l'inhumation du héros national Lumumba, n'est-ce pas? Il faut qu'on tourne ce chapitre là-bas, le chapitre de la colonisation, de la décolonisation et le chapitre justement de ce qu'on appelle les prétextes. Nous allons entrer dans le chapitre de la vérité. La vérité est celle-ci. Le Congo et les Congolais ne veulent pas qu'un seul centimètre carré de leur pays soit galvaudé ou donné. Les dirigeants congolais le savent très bien. La réélection ou l'élection d'un président de la République ou d'un chef, d'un dirigeant,
dépendra toujours de la manière dont il aura géré la question de l'Est. Merci. Parce que là-bas se trouvent les 2/3 de l'électorat. Et donc, quand ce peuple là-bas se lève, et dans l'histoire, ils se sont levés parfois, et je le dis avec beaucoup de fierté, c'est mon aïeul, hein, le chef, le prince, le chef Nyalukemba, qui a tué le dernier roi conquérant du Rwanda, Kigeli IV, qu'on disait roi Bouguira, qui était parvenu pendant 2-3 ans à rester. Il a même oublié, je vous ai raconté cette anecdote, il a même oublié sa maman dans sa fuite éperdue. Il a oublié sa maman dans un lieu qu'on appelle Nyawera aujourd'hui. Hein, son nom s'appelait Nyabwera. Et le prince Nyalukemba, dans sa magnanimité, il a dit, ne la tuez pas, c'est une reine. Il ne faut pas tuer une reine. Mais en réalité, il la prenait en otage pour que jamais le Rwanda n'attaque. Et il a occupé une partie du Rwanda. Voilà ce qui s'est passé dans le passé. Et donc aujourd'hui encore, nous sommes dans cet esprit-là. Nous sommes dans cet esprit où nous n'accepterons jamais qu'un pays vienne avoir des prétentions sur nous parce que jamais ils ne nous ont vaincus et jamais ils ne nous vaincront. Merci beaucoup, professeur Bala, d'avoir accepté d'être notre invité ce matin pour décrypter l'actualité caractérisée par la tripartite RDC, Angola, Rwanda, tenue en Angola sous la facilitation du président angolais João Lourenço. Merci, professeur Bala. C'est moi qui vous remercie, Christophe. On a donc compris qu'aucune partie, aucune portion des terres de la République démocratique du Congo ne sera octroyée au Rwanda. Eh bien, nous allons nous battre comme un seul homme pour maintenir nos frontières dans les limites de 1960. Eh bien, faire honneur à nos ancêtres, faire honneur à nos aïeux. Ce n'est pas cette génération qui va abdiquer, qui va fléchir le flanc devant le Rwanda, qui va s'agenouiller devant le Rwanda. Nous avons vu un président de la République qui a démontré sa détermination de garder le pays et dans cette configuration, dans nos frontières, 2 345 000 km², il n'y aura pas une portion qui sera retirée. C'est très bien dit. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie encore. Mesdames et messieurs, ce n'est donc fini avec 50. Bonjour. Restez branchés sur votre chaîne de prédilection Télé 50. Les informations en temps réel. En temps réel, c'est sur Télé 50. À 13h, la grande édition. 19h, grande édition du journal des soirs. 18h, Kinshasa Direct. Je vous retrouve demain, mesdames et messieurs. Au revoir.